Bonjour à tout le monde. C'est pas sans émotion en plus de retrouver Claude Alfandéry. C'est une référence dans l'ESS et dans l'IAE et on a beaucoup travaillé ensemble, en particulier sur les coopérations et ça fait partie des enjeux de cette table ronde. Je ne vais pas dire reprendre ce qui a été dit, mais je crois que les ACI, l'IAE et les ACI, c'est quand même n'a plus besoin aujourd'hui de faire preuve de sa capacité à faire, à agir, à animer des territoires, à coopérer. Je crois que c'est une force de cet outil, hein, si on peut l'appeler outil. Et j'ai la chance d'avoir autour de la table aujourd'hui, enfin autour de la table ronde, je ne sais pas si elle est ronde. On va commencer par Fanny Jérôme, qui est la directrice générale adjointe de France Active, c'est bien ça. Elle aura la chance de clôturer un petit peu cette table ronde avec la prise de recul, la prise de distance au regard des échanges qu'il y aura et des présentations de nos deux grands témoins, c'est comme ça que je vais le dire. Le premier, c'est Timothée Huc, c'est ça, je ne fais pas... voilà. Donc, qui est dirigeant d'une structure qui porte des ACRI. Je le laisserai se présenter rapidement tout à l'heure. Et puis Jean-Pierre Caillon, je ne sais pas s'il faut le présenter, peut-être. Non, je pense qu'il le fera très bien lui tout à l'heure de toute façon. Ce que je voulais dire, c'est que les ACI, l'IAE, mais les ACI, comme je vous le disais, il n'y a pas besoin de faire des preuves. Aujourd'hui, les X années, Claude l'a dit, hein, c'est une longue histoire. Cette longue histoire, elle le fait par son action, elle a prouvé sa capacité à faire et à faire sur le territoire. Ça, je pense que c'est important à un moment donné de le repréciser. On n'est pas des simples outils, on est des acteurs économiques et on remplit trois missions, j'allais dire. La première, qui donne notre légitimité, c'est cette capacité à faire de l'insertion par l'emploi, d'accord ? Et en lien avec les personnes qui sont le plus en précarité. Je crois que c'est le cœur essentiel et c'est ce qui a fait à un moment donné, qui a permis à cet outil, à ces ACI de se développer, comme les autres d'ailleurs. Mais il y a deux autres axes qui sont importants et sur lesquels tous nos réseaux se sont développés, c'est l'animation territoriale. L'animation territoriale, c'est comment on amène à embarquer les autres à faire du développement local de proximité au service de l'emploi, au service de l'insertion, au service des plus précaires, mais au service du territoire. Et on va avoir du coup Timothée qui va nous, par son exemple, nous prouver à un moment donné cette capacité de mettre en lien tous les acteurs du territoire. Et le deuxième, et qui est un petit peu différent de l'animation, c'est la coopération. Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Claude. Les pôles territoriaux de coopération, mais ce n'est pas les seuls. C'est un des modèles de coopération possibles sur lequel il a grandement œuvré aussi. Je crois que Jean-Pierre, qui est pilote d'un PTCE sur son territoire, nous en parlera aussi. Mais je crois que le défi qu'on a à relever, c'est cette capacité à faire ensemble, et tous ensemble, sans se diviser, en construisant des réponses qui vont être des réponses collectives au service du territoire. Je crois que c'est un vrai enjeu, et c'est notre responsabilité que d'agir pour ces territoires et pour les citoyens de ces territoires. Je vais donner du coup dans cette logique d'animation, parce que c'est bien les discours, mais les discours, ils se traduisent aussi par des actions, et je pense que Timothée, c'est un vrai acteur de cette coopération, de cette animation territoriale. Comment ça se passe sur ton territoire pour animer ce territoire, et comment ça s'est construit ? Alors moi, je suis directeur d'une association qui s'appelle Les Jardins de la Voie Romaine. Voilà, on est membre du réseau Cocagne. Et on a débarqué en 2010 en plein milieu du territoire rural du Loiret. Donc le Loiret, c'est les champs plats et vides que vous voyez sur les bords de l'autoroute A6 ou A10 quand vous quittez Paris ou que vous arrivez. C'est un territoire industrialisé, où l'agriculture s'est industrialisée, où les villages ont perdu leur espace de rencontre, de convivialité, et où les services publics sont très peu présents. Donc on a débarqué en 2010 en plein milieu de ce territoire sur un délaissé autoroutier pour faire un jardin de cocagne. Et on s'est retrouvé en situation de comme s'il y avait une cocotte minute avec un couvercle bien fermé et qu'on soulevait. C'est nous qui soulevions ce couvercle et on voyait toutes les problématiques du territoire arriver vers nous. Des problématiques d'isolement extrême, d'addiction, de maladies non repérées, et puis les problématiques de mobilité, de formation qu'on connaît dans nos territoires ruraux. Et donc, on s'est retrouvé avec parfois 7-8 candidatures pour un poste dans notre chantier d'insertion. Et dans un espace où les services publics sont quand même peu présents, on a dû gérer des choses et beaucoup de choses qu'on n'a pas su gérer non plus. Et on a commencé notre activité comme ça, de chantier d'insertion. Et puis peu à peu, dans notre tête, on a une frustration qui s'est éveillée, qui était de dire on en a marre d'être juste des réparateurs
des fractures du territoire. Et on aimerait bien pouvoir agir aussi en anticipant un peu pour éviter que ces fractures émergent. Donc comment on peut continuer notre travail de pansement, qui est un chantier d'insertion sur des fractures de territoire, et en même temps essayer de travailler, nous, à modifier le territoire pour que cette dynamique d'exclusion n'ait plus lieu. Et donc on a eu des opportunités peu à peu. Notre travail a été compris, reconnu peu à peu. Et en 2018, on nous appelle pour... donc c'est des citoyens, des habitants d'un village qui s'appelle Pithiviers-le-Vieil qui nous appellent en disant on a une roseraie historique qui part à l'abandon, qui va être vendue, et ce patrimoine horticole magnifique va disparaître. Et donc avec les citoyens, on monte un projet d'un nouveau lieu qui s'appelle la roseraie de Moraille, où on sauvegarde une roseraie où il y a 600 variétés anciennes de roses, qui est aujourd'hui site d'excellence sur la route de la Rose et qui fait 15 000 visiteurs par an. On la sauvegarde en montant un projet d'économie sociale et solidaire. Et on essaye de joindre plusieurs éléments en hybridant les choses. On fait un café associatif, on recrée un lieu de vie, on fait une boutique de producteurs où on a 40 producteurs partenaires qui peuvent vendre leurs produits, tous bio et local, moins de 100 km. On entretient cette roseraie et on fait du maraîchage bio sur les terres. Et donc il y a quelque chose qui émerge de se dire qu'on crée un lieu de sociabilité qu'on appelle un tiers-lieu, aujourd'hui de manière plus ouverte. On est capable de gérer ensemble et créer un dialogue sur les enjeux de cohésion sociale sur le territoire. De cette expérience, on est sollicité par d'autres communes, d'autres communautés de communes. Et on crée un deuxième projet en 2021, qui est le domaine de Flotin, avec une communauté de communes locale, où là, on redonne vie, on réouvre au public un espace de 60 hectares de terre, de bois et d'étangs, avec un ancien manoir, un ancien prieuré qui est sur place. On crée un jardin où on produit des semences paysannes, on produit des simples, des aromatiques, et du miel. Et on recrée un espace où on développe là le tourisme vert autour de cet espace-là. Entre-temps, on a une nouvelle proposition d'une petite commune rurale sur les bords du canal d'Orléans, où on reprend une auberge sur les bords de ce canal et on recrée un commerce, on recrée une cantine, on recrée un café dans ce village-là, on monte une microbrasserie et on associe à la fois les besoins du village immédiat et aussi des besoins de développement touristique du département, parce qu'on est devenu entre-temps un acteur touristique du département important. Et on s'associe à une dynamique qui est le Loiret au fil de l'eau, de redéployer la visibilité du véloroute sur ce canal d'Orléans pour un projet touristique avec des investissements massifs du département pour développer ça d'ici à 2025, une ouverture. Donc aujourd'hui, l'association elle a 4 lieux qu'on a un peu formalisés en appelant ça des tiers-lieux agricoles, parce que c'est des fermes à vocation sociale, parce que toutes sont chantiers d'insertion. Donc sur toutes ces activités, donc il y a une centaine de salariés dans l'association, 75 environ sont en parcours d'insertion. Toutes les activités d'accueil touristique, de tenue des boutiques, de caisses, d'entretien des lieux patrimoniaux, d'événementiel, et puis toutes les activités agricoles, tout est support à l'insertion professionnelle. Donc on prend les personnes qui étaient exclues, qui n'avaient pas leur place au fait, dans cette société rurale, et on le remet au centre d'un projet d'utilité pour le territoire. Voilà. Donc ça, c'est l'identité vraiment de l'association. Il y a 2 éléments importants. Je pense que quand on avait préparé ce temps de travail, il y avait la logique d'intérêt général qui primait, ce que tu disais. Et la deuxième chose dans ce que tu dis, ça s'inscrit dans le temps. Il faut accepter à un moment donné que ça prenne du temps. Ça fait combien de temps que la structure est créée et Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. Et donc ce qu'on a fait là, si on n'est pas une structure associative d'intérêt général, ça ne marche pas. Parce qu'au fait, il n'y a pas de modèle économique qui marche dans cette ruralité. Si on crée un café, il n'y a pas de modèle économique. Si on crée une boutique, il n'y a pas de modèle économique. Donc même un modèle hybridé type entreprise d'insertion ne peut pas fonctionner au fait, dans ce cadre-là. Par contre, un modèle très hybridé comme on fait, où on a à chaque fois 4 ou 5 activités autour d'un lieu, basé sur un format associatif avec de l'engagement citoyen, parce qu'on a 1000 adhérents à l'association environ. Et donc à chaque fois, c'est des gens du bénévolat qui viennent pour soutenir ces projets d'intérêt général. Donc il n'y a que ça au fait qui pouvait fonctionner. Et ensuite le temps long, c'est-à-dire que pour identifier les axes de développement de cette ruralité-là, il faut y être, quoi. On ne peut pas plaquer un concept qui vient d'ailleurs en disant on va développer la ruralité de cette manière. La ruralité, c'est des identités propres et très distinctes, c'est des altérités au fait qui se côtoient, quoi. Et donc c'est le temps qu'on a passé sur place qui nous a permis de connaître les vraies problématiques et puis qu'est-ce qu'il fallait réellement produire pour les gens, voilà, et répondre aux réelles attentes des personnes. Donc c'est ça ce qu'on défend nous à travers notre modèle. Alors on a besoin de la confiance des pouvoirs publics.
et d'une confiance sur le long terme pour faire ce travail un peu de fourmi et de tissage lent qui finalement porte des changements économiques. Claude Alfandéry parlait de l'économie de la coopération, c'est ça qu'on crée autour de ces lieux-là. Aujourd'hui, c'est 40 producteurs autour d'un maillage de ces tiers-lieux agricoles avec des boutiques de producteurs, avec une organisation logistique du territoire en circuit court qui nous permet de donner de la résilience au fait. Et on travaille cette économie de la coopération qui est une économie qui sort du champ de la concurrence et qui travaille sur des espaces de confiance et de tissage de long terme. Ça fait le lien avec les enjeux financiers, ça a été plus ou moins abordé, c'est-à-dire que l'engagement, il se fait dans la durée, mais il se fait aussi avec des moyens. Et il faut que ce soit tous les acteurs du territoire qui contribuent. Ça part du bénévolat, la valorisation du temps de bénévolat, mais ça passe aussi par l'engagement financier de soutien de cette animation territoriale. Ça doit être un vrai choix politique, un vrai engagement politique du territoire au service de ses citoyens. C'est ça le cœur quand même de votre projet. Oui, c'est ça, et on s'est associé avec chaque projet. Par exemple, le patrimoine, aucun patrimoine ne nous appartient, de tous les lieux. On a des lieux magnifiques que tout le monde nous envie, rien ne nous appartient. À chaque fois, c'est une commune qui a acheté pour nous mettre à disposition, ou une communauté de communes. Et puis ensuite, on a eu des soutiens forts avec des partenariats de coopération avec le département du Loiret, qui nous a associés à ces démarches de développement. Et on a essayé de créer des lieux, alors qu'ils ne sont pas simples. La coopération, ce n'est pas simple, il faut l'animer, on a des déceptions et des joies, mais d'essayer de construire ensemble, en comprenant les enjeux des politiques publiques. Et nous, le principe du tiers-lieu, c'est des intermédiaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des espaces politiques intermédiaires où les citoyens sont capables de reprendre en main des communs à l'échelle d'un village ou d'une communauté de communes, pour essayer aussi de faire remonter des réelles attentes au pouvoir public. Donc le pouvoir public, à travers notre action, est capable de repérer les dynamiques profondes et les attentes. Et puis, ils arrivent à agir à des endroits où ils n'arrivent pas avec leurs outils habituels, quoi. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Très inspirant. Mais un deuxième témoignage autour davantage de ce qu'on a appelé les PTCE, la coopération. Tu es fortement engagé dans cette... je vais te passer... regarde, c'est un téléphone, Jean-Pierre. Un téléphone, non, un micro, pardon. Merci. C'est révélateur. Merci Pierre. Du coup, la coopération sur ton territoire, en s'inspirant aussi de ce qui a été dit avant, ça se traduit comment et comment ce groupe qui a été constitué, il est acteur de ce développement économique? Donc juste, je vais me présenter en quelques mots. Donc je suis Jean-Pierre Caillon, donc je suis dirigeant aussi d'une entreprise solidaire dans un comité de direction. Je suis aussi associé dans un autre outil qui est une coopérative à côté de l'entreprise solidaire. Et donc on est sur des métiers agricoles, mais des espaces naturels, mais du réemploi aussi. Et on a aussi une entreprise de 100 ETP, plus de 100 ETP. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, la question qui était posée sur la table ronde, c'est est-ce qu'on est des ferments? Voilà. Donc moi, je vais être discipliné, même si je suis un peu rebelle, je vais quand même être discipliné, répondre aux questions qui étaient posées. Et je dirais que les ACI sont bien le ferment pour construire des espaces de coopération. Et j'en parlerai à travers les PTCE. Mais ils sont aussi, et c'est ce que disait Timothée, c'est aussi des communs productifs d'utilité sociale et économique, et en lien avec les collectivités, quand c'est possible. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour rappeler l'importance aussi de la présence des collectivités locales et de trouver peut-être, comme le disait Claude, et je remercie Claude, on est tous un peu ses élèves quand même, parce qu'on a un grand professeur aujourd'hui qui est présent. Et donc, quand c'est possible, dans le cadre de cet armistice, on va dire, même si c'est moins tendu des fois qu'avec l'économie libérale, quoi. Et donc, on est au service des citoyens et des citoyennes, quoi. Donc les PTCE peuvent devenir... Donc il y a une loi qui existe, les PTCE, dans la loi de l'ESS, vous avez ce qu'on appelle les pôles territoriaux de coopération économique. Je vous invite à aller sur le bouquet de services qui est géré par le CORAS. Et donc il y a ces PTCE, donc, qui sont inscrits dans la loi. Claude l'a dit, Timothée l'a dit aussi, il l'a démontré. C'est la coopération qui crée une richesse sur les territoires, quoi. Et ça devient des super espaces de dialogue social territorial. Et nous, on invite les collectivités à échanger et à contractualiser dans ces espaces sociaux de dialogue. Ça a été dit par un des élus aussi, mais on invite les élus à discuter, à échanger, à contractualiser avec nous et quelque part à être en coopération, c'est-à-dire pas comme ça, mais comme ça. Garde le micro à côté. Oui, c'est pas être en décalé, mais c'est bien être ensemble sur le territoire et coopérer. Je pense qu'on est autant légitime que les collectivités sont autant légitimes que nous, quelque part, pour les services qu'on apporte
au territoire, aux citoyens, aux citoyennes. J'exagère sans doute un peu. Et donc c'est important qu'on en arrive là. Donc moi je vais juste prendre un exemple pour l'illustrer qu'on gère aussi dans notre entreprise sociale, pour vous dire qu'est-ce que ça produit la coopération. Et cet exemple, je vais d'abord saluer mes deux collègues dont je vais parler, qui est donc Aspire, qui est à Saumur, et puis le Jardin de Cocagne de Carquefou, puisqu'on est tous les trois ensemble dans cet outil. Donc une coopération entre une association de producteurs de fruits et légumes, 70 producteurs, donc sur les Pays de la Loire, et 3 ACI, donc ce que j'évoquais, donc Jardin de Cocagne à Carquefou et Aspire à Saumur. Et donc on a créé entre les producteurs et nous ce qu'on appelle panier biosolidaire. Et donc ça a été créé, panier biosolidaire, pour que les ACI puissent, au service des producteurs, mais bien sûr au service d'une économie de proximité aussi, confectionner et livrer des produits dans des points relais. L'objectif, donc, c'était de sécuriser le modèle de circuit court avec des points relais, donc bénévoles, qui sont des magasins, et donc surtout en milieu urbain, et donc avoir des clients solidaires, bien sûr, qui viennent chercher ces paniers, quoi. Et tout le monde est gagnant, c'est un rapport gagnant-gagnant, même si j'aime pas beaucoup ce terme, c'est plutôt un rapport de coopération, quoi. Aujourd'hui, au bout de 7-8 ans, qu'est-ce que ça donne de fonctionnement? Nous avons 2000 clients solidaires qui viennent chercher leur panier chez 200 points relais bénévoles chaque semaine. Ce qui génère donc un chiffre d'affaires, et c'est là où j'en viens, on crée bien une économie sur les territoires, ça génère un chiffre d'affaires environ de 30 000 € par semaine, donc qui sont partagés entre les paysans et les ACI. Et je dirais que c'est presque, enfin je pourrais l'affirmer, c'est un PTCE de filière quelque part. Alors PTCE, moi je vous invite à aller voir et vous invite à revendiquer, parce que je pense que des PTCE, il y en a plein dans la salle. Par contre, il faut l'affirmer, je crois. Et l'affirmer, c'est affirmer qu'on fait en coopération et qu'on a fait le choix sur nos territoires de faire en coopération. Et comme le dit Claude, c'est compliqué. Et je dirais, je rejoindrai presque, des fois, je l'ai fait la pensée, ce qu'avait évoqué Edgar Morin à un moment donné, c'est la pensée complexe, quoi. C'est parfois être un peu schizophrène de rentrer dans le schéma de la coopération parce que c'est toujours compliqué. Mais je vous invite à le faire parce que ça produit cette forme de richesse sur les territoires qui est une économie de proximité. Et donc nous pouvons dire que ces PTCE donc de filière, qui créent une richesse qui, je dirais, équitable, parce qu'elle est équitable entre des paysans, entre des personnes qui sont été éloignées durablement de l'emploi et qui bénéficient quelque part du travail à travers l'ACI qui gère ça. Et puis ça bénéficie aux clients solidaires, ça bénéficie au magasin qui, lui, reçoit les paniers et qui, au final, quand on vient chercher un panier, on achète quelque chose. Et donc, c'est quelque part une économie de coopération. Et personne ne nous a demandé de le faire. C'est nous-mêmes qui avons décidé tous ensemble de le faire. Personne ne nous a mis une injonction pour le faire. Et s'il ne faut pas attendre les injonctions, il faut le faire sur les territoires. Et je pense que c'est ce qui nous permettra de changer d'échelle au niveau de l'économie solidaire, quoi. Donc cette économie de proximité qu'on pourra appeler aussi, il y en a qui l'appellent économie de fonctionnalité, mais tout ça c'est de l'économie de proximité quelque part, de l'économie solidaire, quoi. Et donc aujourd'hui c'est vital pour la transition écologique, c'est vital pour tout ce qu'on veut changer et ce qui doit changer aujourd'hui. Et nous avons aujourd'hui tous les ingrédients pour se prévaloir d'être un service d'intérêt économique général. Peut-être une piste à creuser demain. Et j'en aurai fini. Très bien, merci Jean-Pierre, parce qu'il faut respecter le timing aussi. En fait, juste, alors je ne vous vois pas, on est ébloui par les spots. Qui c'est qui, dans la salle, a le sentiment de faire de l'insertion? On fait de l'insertion. Alors levez la main, parce que je vous vois pas, mais je vais vous deviner. Qui c'est qui fait de l'insertion dans la salle? Levez la main. OK. Donc je pense que c'est l'unanimité. Qui fait de l'animation territoriale? Pareil. OK. Et qui fait de la coopération? Tout le monde. On est tous bons, en fait. Enfin, vous êtes tous bons. Voilà. Ce que je voulais dire avant de laisser la parole à Fanny, 2 éléments. Moi, ce que je retiens de vos témoignages, un grand merci pour vos témoignages, c'est que souvent, on est vécu comme un centre de coût. L'IAE, ça coûte. D'accord ? J'ai envie, en nous écoutant, de dire on n'est pas un coût. On est de l'investissement et on est des solutions. Et je crois dans notre capacité à faire, ça va être de présenter comme des solutions par rapport à des territoires et de mobiliser tous les acteurs publics, privés, à investir pour nous parce qu'on est l'avenir. Je vais laisser la parole à Fanny avec un peu de recul. Elle a été très attentive, j'ai vu pendant cette intervention.
J'ai essayé. Oui. Merci déjà pour l'invitation. Moi, en vous écoutant, j'avais envie de réagir sur effectivement cette question de solution de territoire, cette question finalement de développement territorial, de coopération. Ce que je me dis, c'est que, en fait, finalement, c'est un investissement. Et je crois qu'il faut qu'on le pense comme tel. C'est quoi un investissement ? En fait, c'est du temps long, c'est se fixer un cap, c'est se donner aussi des moyens additionnels pour pouvoir le mettre en place. Et peut-être qu'on n'y réfléchit pas suffisamment comme ça, et que du coup, on a du mal finalement aussi à le vendre. Et c'est cette vision pluriannuelle qui nous permet aussi de le partager avec nos partenaires et de nous donner les moyens de cette action. Donc j'avais un peu envie de réagir là-dessus. Et puis forcément, avec mon président d'honneur qui a fait l'introduction, j'avais aussi envie de réagir sur la question de la coopération et la place de France Active. Au 100 ans de Claude en novembre dernier, il a fait un appel aux acteurs de l'ESS en disant mais constituer des clubs, constituer des axes de coopération au plus près des territoires pour finalement trouver les bonnes solutions. Alors comme Claude est exigeant, il nous a rappelé 15 jours après pour savoir si on commençait à avancer. Et je vais vous raconter une toute petite anecdote. Hier, j'ai eu la chance de déjeuner chez Claude et à un moment, je lui disais finalement, Claude, le projet que vous avez laissé à France Active, c'est un projet qui est difficile. Finalement, pour favoriser une économie inclusive et durable, il faut une finance inclusive et durable. Et on a des vents contraires, finalement, aujourd'hui, pour amener ça. Et il disait, mais la réponse, elle est dans le système. Hein. Tout seul, on ne peut rien. Et quand je vous entends depuis ce matin, et je ne dis pas ça parce que je suis auvergnate et qu'il y avait une table constituée d'Auvergnats, je me dis qu'il y a une très belle dynamique, qu'on bouge en fait finalement collectivement ensemble et que du coup c'est possible. Et pour ça, je voulais vous remercier. Merci beaucoup, Fanny. J'ai plus de son. Eh ben si, non, on ne l'a pas coupé, il n'y a pas de censure. Hein. C'est vrai ? Ah oui, il y a le son. Ouais, c'est moi. Donc un grand merci à tous les trois. Oui ? Ah, Jean-Pierre est bavard, hein, mais... Ah, vas-y. Juste pour conclure de ce que j'évoquais, j'avais une phrase que j'aime bien relire et redire, et qui est donc de Kofi Annan. La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. Eh bien, ce sera la phrase de fin. Merci. Merci Jean-Pierre.